Bonjour et bienvenue à votre club de lecture, Le Bouquineur. Aujourd'hui, nous recevrons en première partie d'émission une personnalité de la région qui œuvre dans le communautaire, M. Richard Leroux, qui viendra nous parler de ses lectures qui le passionnent. Bien sûr, nous avons avec nous nos collaboratrices, Mme Joanne Hamel et Mme Monique Barriot. Bonjour, mesdames. Bonjour. Monique, quels seront les thèmes d'aujourd'hui? Alors aujourd'hui, moi, je vous parle d'un roman sociologique français que j'ai absolument adoré. Bon. Alors, oui. Et toi, Joanne? Ce sera un polar qui est un mélange de genre, du suspense, de la comédie. Ça semble intéressant, mais ça m'a un petit peu déçue. Ah, on verra ça tout à l'heure. Alors, à tout à l'heure, mesdames. Bonjour, Monsieur Leroux. Bonjour, madame. Alors, avant de commencer à décrire vos lectures, j'aimerais qu'on parle un petit peu de vos engagements communautaires parce que c'est très important dans votre vie. C'est même, je dirais, exceptionnel parce que vous avez eu beaucoup d'engagements communautaires. Je vais les énumérer un petit peu. Alors, ACF de Victo, Maison Raymond-Roy, Coopérative funéraire, Coopérative Vic Denrée, Garage coopératif, CDCBF, TV-CBF. Vous avez aussi effectué des contrats avec la coopérative La Clé dans les groupes communautaires suivants. Blitz, la Maison Raymond-Roy, Action Tox, Regroupement des sans-emploi, Regroupement des organismes espaces, les cuisines collectives, Répit Jeunesse et la table de concertation du Mouvement des femmes du Centre du Québec. Comment trouviez-vous le temps de vous impliquer autant tout en travaillant? Bien, écoutez, il faut dire que toute cette liste-là, ça couvre à peu près 40 ans de ma vie. Donc, ça ne s'est pas fait d'un coup. Et tout en travaillant, j'ai souvent pris des congés. Je travaillais au cégep, j'ai toujours été professeur, et je prenais des congés. Donc, je travaillais soit 80 de ma tâche ou 60 de ma tâche pour vous mes impliquer implications. bénévolement. Oui. Bien, pas toujours, parce que ce que j'ai fait avec la coopérative La Clé, ça, c'était à titre de consultant. Mais quand même dans le communautaire. Toujours dans le communautaire, oui. OK. Alors, vous aimez aussi lire pour votre plaisir. Ben oui. Et donc, vous allez nous parler de 2 livres aujourd'hui et plus de l'œuvre aussi des auteurs. On va commencer par Fernando Savater, Éthique à l'usage de mon fils. Pourquoi ce titre-là, selon vous? Bien, premièrement, le titre le dit bien, étant donné que c'est à l'usage de mon fils, il l'a fait pour son fils qui avait 16 ans. Donc, ce qu'il a voulu léguer à son fils, c'est de lui parler de l'éthique, ce que lui appelle l'art de vivre. Donc, il voulait donner à son fils de 16 ans, expliquer à son fils de 16 ans les grandes lignes de ce que c'est que de l'éthique. Parce qu'il faut dire que l'auteur a beaucoup de professions à son actif. Philosophe, activiste, essayiste, romancier, dramaturge, traducteur, professeur dans plusieurs domaines. Alors, il a voulu, comme vous le dites, léguer un petit peu à son fils un peu de ce qu'il avait connu, un peu de... Oui. Et pour lui, c'est pas ce livre-là, ce n'est pas scientifique, là. C'est vraiment subjectif. Bien, subjectif, c'est-à-dire c'est philosophique. OK. L'éthique, il l'aborde d'un point de vue philosophique et il essaie de lui définir des mots, des concepts qui vont l'aider à bien vivre sa vie. Lui, il appelle ça « avoir une belle vie ». Avoir une belle vie d'humain. Il lui dit, en partant, tu sais, mon fils, sur la Terre, il y a des êtres qui pensent et qui ont un peu un contrôle, une liberté sur leur vie. Ça, c'est les humains. Tandis que, et il dit même, les humains, on ne sait pas trop à quoi ça sert. Tandis que quand on va sur le côté animal, bien, un castor, on sait c'est quoi que ça fait. Hein? C'est quoi l'exemple qu'il donne? Bien, que ce soit un lion, on dit un castor, c'est fait pour construire des barrages, une abeille, c'est fait pour donner du miel, et on sait à quoi ça sert. Et ils naissent abeilles, et toutes les abeilles naissent pareilles. Tandis que nous, les humains, on ne naît pas humain, on le devient.
Et c'est ce devenir-là que Savater essaie d'expliquer à son fils. Comment se donner une belle vie humaine? Sa première prémisse, c'est de dire un humain devient humain avec les autres humains. Donc, si on avait toujours vécu seul sur une île déserte, bien, on serait un animal. On n'aurait jamais développé une valeur humaine à notre vie. Donc, c'est au contact des autres humains qu'on devient humain. Et là, il dit, bien là, si on veut que les autres humains qu'on rencontre, qui veulent nous aider, si on veut qu'ils nous aident correctement à atteindre cette humanité-là, bien, il faut qu'ils soient eux aussi humains. Donc, il faut que j'aide la personne qui m'aide à devenir humain. Donc, comment il dit ça? Il dit, donc, s'offrir une belle vie n'est finalement pas très différent que d'offrir une belle vie aux autres. Donc, si je veux que l'autre m'aide, si je veux m'offrir une belle vie, j'ai besoin de l'autre et j'ai besoin que l'autre ait lui aussi une belle vie. Et tout à l'heure, on parlait un peu de son cheminement, puis on disait que c'était quelqu'un d'engagé dans sa communauté. Effectivement, moi, quand vous lisiez les implications que j'ai eues dans le milieu communautaire et ailleurs, maintenant, je suis en Afrique, puis moi, je me suis rendu compte de ça, que je suis en gros le produit de toutes ces personnes-là que j'ai rencontrées. Dernièrement, depuis les 10 dernières années, je travaille beaucoup en Afrique. Et là, j'ai découvert comme un univers complètement différent. Bien là, j'ai compris réellement ce que ça voulait dire parce que je disais à mes amis africains, vous savez, le Richard Leroux que vous avez devant vous est très différent de celui que vous avez connu il y a 10 ans parce que vous m'avez changé, parce que vous m'avez aidé, mais je ne leur ai pas dit ça comme ça, mais dans ma tête, ça voulait dire, mais vous m'avez aidé à me donner une belle vie humaine. Et c'est pour ça que moi, vraiment, ce volume-là, moi, je ne sais pas ça fait combien que j'achète, parce que quand j'ai un livre à donner, souvent, c'est ce petit livre-là qui devient comme un peu, je ne dirais pas ma Bible, parce que lui, il n'aimerait pas ça, pouvoir dire ça, mais toutes ces choses-là qui essaie d'expliquer à son fils, là, c'est toujours philosophique, sans religion, sans Dieu. Et ça aussi, j'ai aimé ça, que ça soit comme ça. Vous le conseilleriez à nos auditeurs? Ah, moi, je pense que, premièrement, moi, je l'ai lu, puis ça m'a donné beaucoup, mais je pense qu'il faut le donner aussi à ces jeunes-là de 16 ans, ces jeunes adolescents-là, pour qu'ils soient capables. Puis moi, je l'ai donné à ma fille, puis elle l'a mis dans sa bibliothèque, puis je pense qu'elle ne l'a pas lu encore, puis elle a 40 ans. Mais j'espère qu'elle va le lire avant longtemps, mais ça ne sera jamais perdu. Oui. Ah bien, merci beaucoup. Vous allez nous parler d'un autre volume ou d'un autre auteur qui est Ken Follett, que vous adorez. Oui, j'aime beaucoup Ken Follett. Ça fait au moins le 6e livre que je lis de Ken Follett. J'imagine qu'il y a beaucoup d'auditeurs et d'auditrices qui connaissent Ken Follett parce que c'est quelqu'un de très prolifique. Là, quand on regarde sa bibliographie, je pense que ça fait 2 pages. Il y a autant de... J'allais dire... Il a écrit autant de livres qu'il met de personnages dans ses romans. Ça prend des pages. Donc, ce livre-là, ça s'inscrit dans une trilogie. Peut-être que plusieurs ont vu le film, sinon d'avoir lu les livres, mais c'est la trilogie. Le premier, c'est Les piliers de la terre, l'histoire de Tom le bâtisseur qui construit une cathédrale. Après ça, ça a été Le monde sans fin, qui se... Bon, le premier se fait en 1120, commence en 1120. Le deuxième, c'est Le monde sans fin, c'est 200 ans plus tard. Et celui-là arrive avec, je veux être sûr de mes références, CCC...
Bon, le colonialisme, c'est au 16e siècle. OK. Donc, en 1550, ça commence à 1550 et ça finit à la fin du siècle. Et ça se déroule en Angleterre, ça se déroule en France, en Écosse, en Espagne, aux Pays-Bas. Les livres de Follett, c'est des sagas. Donc, c'est des histoires. Ils commencent parce qu'il faut commencer à quelque part et ça finit, pas parce que l'intrigue est finie, parce qu'il a fini cet espace-là qu'il veut se donner. Donc, le génie, pour moi, de Ken Follett, là, c'est d'être capable de nous faire cheminer avec autant de personnages, 150 dans ce livre-là, des lieux totalement différents et une histoire fabuleuse. Oui. Avec une qualité de documentation vraiment Oui. Historique, là, vraiment incontestée. Littéraire aussi. Il l'écrit Oui. Ah, tellement oui. bien. Oui. Il l'écrit très, très bien. Merci beaucoup, M. Leroux. Bien, ça m'a fait très plaisir d'être ici. Un vrai plaisir de vous entendre parler de ces livres. Bien, ça m'a fait plaisir de vous en parler. Nous sommes de retour avec nos chroniqueuses. Alors, on commence par Monique. Oui. Alors moi, je vous parle d'un livre de Sophia Awin. J'espère que je dis correctement son nom. Le titre, c'est Rhapsodie des oubliés. D'abord, un mot de l'auteur. Sophia Awin est française. Elle est reporter et Rhapsodie des oubliés, c'est son premier roman. Et elle a gagné pour ce roman le prix Flore en 2019. Donc, c'est une autrice qui promet. Dans un premier temps, j'ai voulu savoir, tu sais, Rhapsodie, on sait que c'est une composition instrumentale, là, mais qu'est-ce que c'est exactement? Alors, j'ai cherché dans le dictionnaire. C'est une composition instrumentale de caractère improvisé, de style brillant, écrite sur des thèmes populaires. Alors, c'est tout à fait le roman. Elle a choisi avec justesse son titre. C'est l'histoire de Abad. Abad est un jeune migrant de 13 ans et depuis qu'il a fui le Liban, son Liban natal, avec ses parents, toute sa vie va de travers. Il habite à Paris, dans la rue Léon, puis je vais emprunter les mots d'Abad pour décrire sa rue. Il dit « Ma rue raconte l'histoire du monde avec une odeur de poubelle. Elle s'appelle rue Léon, un bon nom français, avec que des métèques et des visages bruns dedans. » Alors, Abad a 13 ans, évidemment, l'amour et le sexe commencent à le torturer, hein, les hormones, bon, ça. Et il se fait attraper avec une bande de copains parce qu'ils sont allés reluquer des freemen ukrainiennes qui ont un pied à terre dans son quartier. Alors, l'équivalent de la DPJ s'en est mêlé et il l'envoie chez une psychologue, Ethel Futterman, qui est une juive rescapée des camps de concentration. Et Ethel, un jour, lui apprend qu'elle a réussi à survivre au camp de concentration et Abad réalise que tout le monde dans la vie porte des valises trop lourdes pour eux. Bon, c'est sûr qu'il y en a qui ont des bagages plutôt pesants par rapport à d'autres, là, mais ça lui permet de s'ouvrir un peu sur les gens qui l'entourent. Et parmi les gens qui l'entourent, il y en a 3 qui sont d'importance. Il y a Gervaise, qui est une prostituée camerounaise qui veut gagner de l'argent pour récupérer sa fille qu'elle a dû laisser au Cameroun. Le malheur de Gervaise, c'est qu'elle est trop belle. Et ça attire chez les hommes un goût de violence par rapport à cette femme-là. Il y a aussi Odette, une vieille Française qui a été abandonnée à l'hospice et qui se lie d'amitié avec le jeune Abad. Et enfin, il y a une petite voisine de son âge dont il est éperdument amoureux. Malheureusement pour Abad, elle est gardée prisonnière par son frère qui est un salafite, quelque chose comme ça, et qui veut lui faire un riche mariage pour sortir la famille de la misère. Alors, il a le sens de l'humour, le jeune homme, parce que le frère, il l'appelle la barbe à papa.
parce que ce sont des barbus. Et sa jeune amoureuse, comme elle est revêtue d'un immense tchador, il l'appelle Batman. Fait que ça vous donne un petit peu le ton du roman, qui est une série de clins d'œil à des romans qui se sont attardés au laissé pour compte. On pense à Gervaise avec L'Assommoir d'Émile Zola, et on pense à Odette avec Madame Rose, La vie devant soi, là, d'Émile Ajar. Alors, la langue empruntée dans son roman est une langue argotique. On ne peut pas faire autrement. Moi, j'ai déjà lu un roman écrit en argot, puis ça m'avait beaucoup déplu, heurté, mais là, ça passe bien. Alors, de deux choses l'une, ou bien je me suis habituée, ou bien elle a réussi à bien doser son affaire, ce qui fait qu'on lit le roman avec plaisir. C'est un roman qui traite de violences faites aux femmes, d'intégrisme, de prostitution, la précarité sociale et culturelle des gens. Moi, ça m'a beaucoup fait penser, en effet, à Émile Zola. C'est un très beau roman. Laissez-moi juste vous lire la description qu'il fait de son père, qui, en arrivant en France, a commencé à devenir violent. Puis, bon, il dit « Ma mère, je la chérirai jusqu'à la fin du temps. Baba, ça c'est son père, je l'observais parfois quand il dormait sur le canapé pour scruter les rides après rides de son visage qui vieillissait et constater ce que la vie lui faisait subir. Je jurais de toutes mes forces de ne jamais finir comme ça. Dans ces moments-là, je l'imaginais enfant. J'avais toujours l'image d'un petit machin tout maigre avec la morve au nez et les pieds de poussière, errant dans les rues à la recherche d'un avion qui passait dans le ciel. Il adorait ça. C'est lui qui m'a donné l'habitude de lever la tête vers le bleu d'en haut. Aujourd'hui, ses yeux rasent le sol de cette terre qu'il déteste et sur laquelle nous avons atterri par la force des choses. » C'est un très, très beau roman. Ça vaut la peine de lire. Moi, c'est une autrice que je vais suivre avec plaisir. Bien, merci beaucoup, Monique. Et toi, Joanne? Alors, moi, le livre, c'est L'énigme de la chambre 622 de Joël Dicker. Joël Dicker, il est suisse. C'est un écrivain qui a connu une réussite littéraire grâce à des romans policiers, dont le premier, La vérité sur l'affaire Harry Quebert, qui, d'ailleurs, a été tourné en série télévisée. On pense que Joël Dicker a commencé sa carrière avec La vérité sur l'affaire Harry Quebert, mais il a écrit un conte, Le Tigre, et il a écrit aussi un roman historique, Les derniers jours de nos pères, et on pourra en reparler un autre jour, mais c'est excellent. Jusqu'à la parution de L'énigme de la chambre 622, les intrigues se passaient toujours dans ses autres livres aux États-Unis, soit dans le New Hampshire, au New Jersey, à Baltimore et dans les Hamptons, alors que dans celui-ci, on revient à son pays natal, on revient à la Suisse, plus particulièrement à Genève et dans les Alpes suisses. C'était un clin d'œil pour rendre hommage à sa famille où il est né et pour rendre hommage aussi à son éditeur, Bernard de Fallois, qui est décédé en 2018. D'ailleurs, tout le long du roman, on retrouve des petites notes concernant cet éditeur. Alors, c'est un polar, c'est un mélange des genres. Il y a du suspense, il y a du vaudeville, de la comédie, des personnages très caricaturaux, mais quand même si parfois c'est agaçant, parce que ça fait penser à une pièce de théâtre d'été où il se passe beaucoup de rebondissements dans une courte période de temps, on a quand même le goût de se rendre jusqu'à la fin pour connaître la conclusion de l'énigme. Le roman débute par un meurtre et il a 4 parties. Avant le meurtre, la fin de semaine du meurtre, du vendredi 14 au dimanche 16 décembre, 4 mois après le meurtre et 3 années après le meurtre. Ce meurtre a lieu au Palace de Verbier, dans les Alpes suisses. C'est tenu par un directeur, M. Rose. Après une soirée très mouvementée, au cours de laquelle doit être nommé le directeur de la prestigieuse banque Ebesner. L'enquête de police n'aboutira jamais et le meurtrier ne sera jamais arrêté. C'est à ce moment-là, on parle
que commence vraiment l'énigme, parce qu'on n'a pas droit à l'enquête là, au moment où s'est produit le meurtre. C'est beaucoup plus tard qu'au début de l'année 2018. Joël, un très célèbre auteur. C'est pas un hasard que l'auteur dans le livre, l'écrivain dans le livre, porte le prénom de Joël, parce que tout au long, on commence à deviner qu'il parle de lui-même. C'est pas autobiographique, mais c'est encore un clin d'œil, comme il l'a fait pour rendre hommage à Bernard de Fallois. Alors, Joël se questionne sur sa carrière et tout. Il veut passer des vacances agréables. Et le palace lui a réservé une chambre, la chambre qui a comme numéro 621-BIS. Alors, il se pose la question, il cherche la chambre 622, ne la trouve pas. C'est à partir de cet élément très intriguant que la voisine de chambre, Scarlett, qui rencontre Joël et qu'elle l'appelle affectueusement tout le long du livre l'écrivain. Elle le convainc d'écrire sur ce mystère, parce qu'elle aussi, elle se pose la question pourquoi il n'y a pas de chambre 622. Alors, ils vont vite se rendre compte que dans cette chambre a eu lieu un crime. Et Scarlett pousse toujours Joël à aller plus loin et elle devient comme enquêtrice et patronne. Alors débute la frénésie des allers-retours dans le passé, parce qu'on se rappelle que ça s'est passé plusieurs années avant. On y apprend que Macaire, le fils du président de la banque, qui doit léguer la succession de la présidence à son fils Macaire, a trafiqué avec un homme d'affaires russe, Ternogol, à une certaine époque, et le père a décidé de déshériter son fils. Alors, le soir du meurtre, il y a un conseil d'administration où se trouve Ternogol, le cousin de Joël et le père et son oncle, qui sont chargés d'élire le nouveau président. Lors de cette soirée-là, les difficultés se multiplient pour Macaire. Il y a une confusion générale parce qu'il y a une grosse intoxication alimentaire. Sa femme Anastasia, la femme de Macaire, doit le quitter pour un de ses amis, Lev Lebovitch, et un collègue à la banque. Au moment de l'annonce du résultat qui est inattendu, bien, à cause de la confusion, de l'intoxication alimentaire, bien, la nomination de la présidence est en sursis. Alors, le lendemain de cette soirée, Macaire est réveillé dans sa chambre et il pense que l'élection va reprendre, mais non, tout est arrêté car il y a eu un meurtre par balle dans la chambre 622. Ternogol, le fameux russe, a disparu, il laisse une lettre de démission et cède ses parts à Macaire, parce que Ternogol avait acquis par un pacte du diable les parts de Macaire, ce que son père n'avait pas beaucoup digéré, la raison pour laquelle il ne lui avait pas légué la présidence. L'enquête sur le meurtre est confiée au lieutenant de police et à ce moment-là, bien, Anastasia est toujours partie et, je ne vous en dis pas plus long, on se rend compte à la fin du roman que le lecteur tient toujours à savoir, bien entendu, comme dans toutes les énigmes, qui est le meurtrier, mais on ne l'apprend qu'à la toute fin. Toute fin. Bien, merci beaucoup. C'est quand même complexe comme roman, je pense. En effet. En effet. Alors, moi, je vais vous parler d'un roman, parce que c'est vraiment un récit, mais qui a une saveur autobiographique. Alors, c'est de Valérie Jessica Laporte, Méconnaissable. Alors, l'autrice, Valérie Jessica Laporte, est autiste. Et elle a 43 ans, mais le diagnostic est tombé très tard, à peu près 5 ans avant. Oh. Donc, elle s'est toujours demandé pourquoi elle avait l'impression de ne pas être comme les autres. C'est naturel. Puis pour être dans le moule, elle prenait des morceaux de tout le monde. Tu sais, elle disait, bon, ben je vais bouger comme elle parce que c'est ça qu'il faut. Je vais faire telle autre chose comme elle parce que c'est ça que j'ai compris qu'il fallait faire. Mais elle, c'était épuisant pour elle parce qu'elle n'était pas comme ça. Oui. Elle vit maintenant au Saguenay. Elle est mariée, elle a 3 enfants. Donc, c'est à saveur autobiographique, mais ce n'est pas elle, la petite fille, parce qu'on parle d'une petite fille qui n'est pas bien dans sa peau, qui va se raser la tête
puis va porter les vêtements de son frère sans bon, parce que elle, comme autiste, elle donne des noms aux gens qu'elle connaît. C'est plus imagé pour elle. Et elle va faire une fugue. Et l'histoire est autour de cette fugue-là. Mais tout au long du roman, on voit, on comprend pourquoi un autiste va crier quand on lui touche. Pourquoi, il va dire « Non, je ne veux pas mettre de robe ». Les robes la piquent. Donc, pour elle, là, c'est vraiment... c'est comme des épines. Alors, elle ne veut pas les mettre, mais elle n'est pas capable de l'expliquer. Les gens ne comprennent pas, ne le demandent pas non plus. Les gens ne sont pas capables de comprendre ça non plus. Alors, c'est vraiment... et je vais vous dire un petit exemple concret par rapport à... Quand elle dit que sa robe lui pique, puis tout ça, là, quelqu'un essaie de la toucher, elle va crier. Mais là, ils ne comprennent pas, qu'est-ce qui se passe, tu sais. Alors, en tout cas, bref, tout ça. Quelques noms, petit frère sans bon, mère aride, et tu sais, on comprend pourquoi. Papa parfois. Madame frisée en diagonale, c'est son enseignante. Alarme mange-tête pour l'alarme incendie, parce que c'est très bruyant, puis ça la dérange terriblement. Et quand elle est prise par la main, elle a l'impression d'être brûlée. Elle a une sensation de brûlure. Fait que elle crie. Alors, vous voyez, là, on est là-dedans constamment. On est là-dedans constamment, puis on vit là, ce qu'elle vit, mais de façon romancée par la fugue. J'ai trouvé ça super intéressant. J'ai adoré. Ce sont... ses chaussures lui mordent des pieds, imaginez-vous. Alors, c'est ça. Alors, elle a encore d'autres livres dans sa tête, Valérie Jessica Laporte, et je vous conseille celui-là aussi. C'est vraiment éclairant. J'ai commencé, je n'ai pas arrêté de lire. J'ai fait ça d'un trait. C'était vraiment intéressant. Et si le sujet vous intéresse, Valérie Jessica Laporte a fait des capsules sur le web. On peut aller les chercher en tapant son nom là, sur l'autorité. Comment un autiste voit l'autorité, comment voit les bruits, comment ressent tout ça. Vraiment super intéressant. Et c'est d'ailleurs sélectionné pour le prix du premier roman québécois. Alors, c'est vraiment bien. À suivre. Et les autres volumes aussi. Alors, je vous laisse sur cette courte pensée d'India Desjardins. Lire, c'est une évasion par l'imaginaire. Bonne lecture!